Bonjour à tous et bienvenue à ce webcast sur l'anonymisation des données. Je suis Patricia Thiellois, directrice marketing et je suis en compagnie de Thierry Oudot de chez Informatica qui va lui vous parler de toute la partie des différentes solutions que l'on a autour de l'anonymisation. Donc vous savez qu'aujourd'hui avec l'entrée en vigueur de la RGPD, le sujet de l'anonymisation des données prend de plus en plus d'ampleur. Beaucoup d'acteurs voient cette anonymisation une obligation de cette réglementation. En effet, les solutions d'anonymisation des données sont aujourd'hui essentielles pour de nombreux acteurs qui souhaitent valoriser les informations qu'ils détiennent, mais aussi pour mettre à disposition de leurs équipes de dev et de test des jeux de données pour travailler. Mais souvent, il est très difficile, semble-t-il, de savoir comment anonymiser correctement des données. Et donc, en tant que spécialiste de la gestion de la donnée d'Igora, dont vous voyez les 4 piliers aujourd'hui de notre activité, qu'ils soient conseil en transformation numérique, infrastructure provider, service manager et de lab innovation, il nous paraissait essentiel de vous éclairer sur cette techno, en nous associant, au leader de la gestion des données d'entreprise avec Informatica. Donc Thierry Oudot va vous présenter en quelques minutes, 20 minutes environ, la mise en conformité à la GDPR, l'anonymisation des données de production et hors production, et enfin les solutions pour des environnements on-premise, hybrides ou cloud. Et puis vous aurez quelques instants pour poser vos questions à la fin de cette présentation. Thierry, je te laisse la parole pour vous présenter vos solutions. Bonjour à tous, absolument. Donc aujourd'hui, nous allons parler data masking, comment sécuriser vos données sensibles sans freiner les métiers. Vous allez voir qu'on peut avoir des données anonymisées qui ressemblent à des données, mais qui ne sont pas vos vraies données de production. On va voir comment ça se passe. Donc, je me présente, Thierry Oudot, je suis consultant en data security sur les solutions de data security d'Informatica. Je travaille avec Informatica depuis une dizaine d'années sur différents sujets, l'intégration de données, la qualité de données, le master data management et enfin la data security. Et donc, ce qu'on va regarder dans ce webinaire, c'est effectivement comment désensibiliser les données confidentielles, c'est-à-dire toutes les données sensibles au sens non seulement de la RGPD, mais toutes celles que vous considéreriez comme étant des données sensibles au sein de vos entreprises. Et regarder les différentes techniques de masking qui sont, comme vous allez le voir, dynamiques ou persistants. Dynamiques dans les systèmes de production ou persistants dans les systèmes hors production. Donc tout ce qui est test, formation, outsourcing, etc. Et puis, comment faire en sorte que vos applicatifs tournent toujours avec ces données anonymisées. Juste un petit rappel, je vais aller très très vite sur ce que propose Informatica. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Informatica est une société américaine qui a été créée en 1993 autour de l'intégration de données, c'est-à-dire le besoin d'extraire des données depuis des systèmes opérationnels vers des systèmes décisionnels et qui a été étendu très 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 largement depuis vers notamment tout ce qui est plateforme de big data, tout ce qui est plateforme cloud. Donc Informatica propose des solutions hébergées dans le cloud et un iPaaS, donc une Integration Platform as a Service, mais aussi des solutions autour de la qualité de données, donc comment on mesure et comment on corrige la qualité de la donnée, du Master Data Management, donc comment on gère les données maîtres, que ce soit des données clients, des données produits, donc avec des vues à 360 sur le client, sur le produit. Des solutions de cataloguing qui permettent donc d'avoir du lineage, d'où viennent vos données, où vont-elles, à quoi servent-elles, qui les consulte, est-ce qu'elles sont sensibles ou non, et ainsi mesurer la sensibilité et en tout cas le risque en tout cas l'exposition à ce risque de perte de données. Et enfin la partie data security dont on va parler aujourd'hui, sur la partie masking. Donc on va parler de deux choses, masking persistant et dynamique. En fait, il y a deux scénarios qu'on présente. D'une part, pour vos données de production, où dans des environnements de production, il y a une majorité d'utilisateurs
pour lesquels il est légitime d'avoir accès à toutes les données de l'application, ou en tout cas une partie des données de l'application. Ce sont les utilisateurs métiers, mais vous avez aussi une population qui accède à ces données de production pour lesquelles, on va dire, il est moins légitime d'avoir accès à des données sensibles, des données, des données personnelles, des données de contact, des données de santé, des données financières, etc., qui peuvent être les administrateurs de la base de données ou d'une manière générale les supports, en fait, tous les métiers supports à l'IT. Autre difficulté, on peut ne pas pouvoir chiffrer les données dans la base de données parce que l'application ne le permettrait pas, ou l'application peut être un petit peu ancienne, ne peut pas être modifiée simplement pour masquer ces données ou implémenter ces profils, en tout cas, de visualisation sélective des données. Le deuxième cas, qui est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour tout ce qui est environnement hors production. Donc, tous les endroits, tous les environnements pour lesquels vous avez besoin de données pour faire du test, du développement, de la formation, de l'outsourcing, voire fournir des jeux de données à des partenaires extérieurs, des jeux de données anonymisés. Dans ces environnements-là, en prod, c'est une grande majorité d'utilisateurs qui ne devraient pas voir les données de production. Voilà. Par contre, les données doivent garder leur sens, c'est-à-dire que je ne peux pas forcément remplacer tous les noms par des X et les prénoms par des Y, vider les adresses et puis remplacer tous les numéros de carte de crédit par des espaces. Donc les données doivent garder du sens. Par contre, je dois garantir que je ne puisse pas revenir aux données originales. Donc ça, c'est l'anonymisation. Je fournis un jeu de données pour lequel il n'y a pas de méthode qui me permette de revenir aux données originales. Dans le cas où où il y a une possibilité de revenir à la donnée originale, ça s'appelle de la pseudonymisation. Ça, c'est juste pour un petit point de vocabulaire. Pour ces deux approches, en fait, Informatica propose deux solutions. Une qui s'appelle le Dynamic Data Masking, qui va donc permettre, dans les systèmes de production, de masquer à la volée les données en fonction de votre profil, de l'heure du jour, de données à laquelle vous accédez, et de d'autres critères dont on va parler. Et pour la partie hors production, le Persistent Data Masking, parce que là, on va lire, alors c'est plutôt du batch que du temps réel, du coup, on va lire des données de production et on va créer des données dites fictionnelles, c'est-à-dire qu'on va avoir des données qui ressemblent à des vraies données, mais qui ont été créées de toutes pièces à partir de différentes techniques qu'on va regarder au travers de cette présentation. Donc les données dans ces environnements deviennent désensibilisées de manière permanente, ce qui fait que même en cas de fuite de ces informations anonymisées, eh bien, elles ne sont plus représentatives de vos données de prod, et encore une fois, on ne peut pas revenir à la donnée originale, donc la perte de ces données devient sans objet, en tout cas sans valeur et sans risque. Alors le premier cas, le Dynamic Data Masking sur les données de production, comment ça fonctionne? Quel est le principe? Alors, ça fonctionne non seulement sur les bases Oracle, puisque Oracle, c'est quand même, on va dire, la vaste majorité de nos clients ont au moins de l'Oracle dans leur environnement, mais ça marche aussi avec d'autres bases relationnelles, avec des environnements Big Data ou d'autres bases ou des connexions ODBC, JDBC. Le principe est le suivant, la base de données reste intacte. Donc en base, on va voir des données, comme ici on voit des noms, des prénoms, qui sont les vraies données de production. Ensuite, le composant Dynamic Data Masking va appliquer des règles. Alors ces règles étant qui vous êtes, quel est votre profil, à quelles données vous avez le droit d'accéder, quelle est l'heure du jour, quelle est votre adresse IP, etc., etc. On peut cumuler les règles. Et en fonction de qui vous êtes, on va voir les vraies valeurs, ou alors on verra les données de manière partielle. Alors ici, on ne voit que la première lettre du prénom et des étoiles dans cet exemple-là, ou on ne voit rien du tout. Voilà, on va remplacer par des étoiles. On peut imaginer plus simplement dans le cas où on voit des valeurs partielles, par exemple, voir les 4 derniers digits de la carte de crédit, les numéros de la carte de crédit ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le principe. On n'a pas à changer la base de données, elle reste telle quelle. On n'a pas à changer l'application. Il n'y a rien à faire sur l'applicatif lui-même. Comment ça fonctionne techniquement, en fait?
Ben, en fait, le service Dynamic Data Masking va s'insérer comme un proxy entre la couche applicative et la couche base de données. Le fonctionnement normal de l'application, l'applicatif envoie à la base de données une requête, voilà, quelconque hein, sur la base de données, et puis l'applicatif, ma foi, affiche ou manipule les données réelles. Quand on met en service DDM, comme ça agit comme un proxy, ce proxy intercepte la requête SQL en entrée, la reformule, encore une fois, en fonction des règles qu'on va avoir mis en place. Et ici, par exemple, je vais choisir, parce que c'est un utilisateur qui n'aurait par exemple pas le droit de voir l'intégralité des données, eh bien, je vais reformuler ma requête SQL pour faire un substring, dans ce cas-là ici, pour voir uniquement les 2 premiers caractères du nom. Cette reformulation est ensuite envoyée à la base de données et la base de données répond à l'applicatif. Donc en fait, techniquement parlant, les performances sont très très peu dégradées, c'est vraiment quelques millisecondes, parce qu'on ne touche pas aux données, au volume de données qui retournent à l'applicatif, mais on ne fait que reformuler la requête SQL, en fait. Donc ça, c'est le principe du Dynamic Data Masking. Ensuite, on va regarder tout ce qui concerne les environnements hors production avec le masking persistant. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses plus sophistiquées dans le cas du persistant. Les défis qu'on a dans le cas du persistant, ils sont multiples et ils sont multiples pour de multiples interlocuteurs. Un RSSI, par exemple, lui, sa préoccupation, c'est de savoir où sont les données sensibles et comment est-ce qu'il va pouvoir mettre en place une politique globale de sécurité, c'est-à-dire qu'il va définir une règle de masking pour, une fois pour toutes, pour les noms, les prénoms, une règle pour les dates de naissance, une règle pour les adresses, etc., ou en tout cas un jeu de règles standard, mais ils veulent le faire qu'une seule fois. Le juriste, lui, il veut savoir où sont ces données, et où est-ce qu'est le risque. Ensuite, d'autres problèmes qui arrivent dans ces environnements hors production, c'est outre le besoin de masquer les données sensibles, c'est aussi de mettre à disposition des jeux de test réduits pour pouvoir le faire plus souvent, pour avoir des cas de test plus significatifs, en tout cas qui sont plus de la production. Donc pouvoir faire des rafraîchissements des applications hors production plus souvent. Et puis, on va dire, les personnes qui managent la qualité des développements ont besoin de cas réels, donc qui viennent de la production. On pourrait très bien imaginer de créer des jeux de données à partir de rien, from scratch, mais on peut passer à côté de cas réels, en tout cas des cas de test réels. Donc il faut bien qu'on ait des données qui soient représentatives de la production. Ce que se propose de faire l'Informatica, la solution Informatica de masking persistant, en fait, c'est de faire 2 choses principales. On verra à la fin de cette présentation toutes les fonctionnalités qu'on propose. Mais c'est de dire, je vais prendre mes données de production, je vais en faire un sous-ensemble et ou les masquer dans cette même tâche. Voilà. Donc c'est où je peux réduire le volume de données et où je peux les masquer. Voilà, c'est les 2 tâches que je peux faire en même temps. L'intérêt, c'est que je vais ensuite pouvoir économiser du temps et du stockage alors, économiser en stockage évidemment parce que j'ai réduit le volume, mais une économie de temps parce que la mise à jour de mes environnements hors production, donc tout ce qui est TSD, formation, etc., ira beaucoup plus vite que si je fais une copie de ma prod, en fait, du volume intégral de ma production. Alors, quand on dit masking, voilà, qu'est-ce qu'on entend par masking et quelles techniques on peut mettre en œuvre? Donc, l'exemple que je vous donne ici, c'est, on va regarder différentes techniques. Ça consiste de manière globale à avoir des données qui ressemblent à des vraies données, c'est-à-dire qu'on va remplacer des identifiants par d'autres identifiants. On va remplacer des noms et des prénoms par d'autres noms et par d'autres prénoms à partir de dictionnaires. On va remplacer, par exemple, dans ce cas qu'on a à l'écran, des villes par d'autres villes. Alors ça peut être ça dépend de la règle qu'on veut mettre en place, mais ça peut être une ville du même département, c'est le cas ici. Ça peut être une ville prise au hasard en France ou dans d'autres pays. Et puis des algos plus spécialisés, par exemple, pour un numéro de carte de crédit.
Dans cet exemple ici, on génère un nouveau numéro de carte de crédit. Le numéro est toujours valide au sens qu'il supporte les contrôles de validité d'un numéro de carte de crédit. Dans l'exemple qu'on vous donne ici, on génère des cartes de crédit du même type. Mastercard va rester une Mastercard, Visa va rester une Visa. Mais le numéro est régénéré et il supporte les contrôles d'intégrité parce qu'il est toujours conforme à un numéro de carte de crédit. Simplement, il est recréé à partir de nos algorithmes et c'est un faux numéro en quelque sorte. Donc c'est ça le principe du masking. De manière générale, les techniques qu'on peut mettre en œuvre dans cette solution de masking sont la substitution à partir de dictionnaires, par exemple. Donc on peut vous fournir des dictionnaires de noms, de prénoms, de villes, d'adresses, de noms de produits, de ce que vous voulez. Mais un dictionnaire, ça peut être n'importe quelle donnée que vous pouvez créer à partir de vos systèmes, par exemple en faisant du select distinct dans vos bases de données, ou en vous connectant sur des sites en open data comme l'INSEE pour récupérer des adresses, des noms, des prénoms, c'est très très simple. Ça peut être des valeurs aléatoires, ça peut être du floutage d'informations, par exemple une date, on va pouvoir décaler une date sur une certaine période. On va avoir des algorithmes qui sont dédiés aux clés, donc on va pouvoir remplacer des clés primaires ou en tout cas des identifiants et propager ces clés primaires et ces identifiants dans le schéma relationnel pour que tout ce qui est relation clé primaire, clé étrangère continue à fonctionner. Ensuite, on a d'autres techniques comme expression. L'expression utilise des fonctions qu'on a dans notre outil, quelques centaines de fonctions de manipulation de chaîne, de transformation de type de données qu'on a dans notre plateforme. Des algos plus spécialisés, je le disais, sur des numéros de sécu, crédit card, des numéros de carte de crédit, des adresses IP, des téléphones, des emails, voire du Java spécifique si vous avez des choses développées. Et on a aussi la possibilité de faire de l'encryption. Alors le mot français pour encryption est chiffrement. Le chiffrement permet en fait de revenir en arrière. Et là, on est dans le cadre d'une pseudonymisation. Donc ça permet par exemple de prendre des données, d'encrypter, donc de chiffrer une clé pour envoyer ces données à un partenaire. Et ensuite, le partenaire, s'il vous revient avec des informations, ça vous permet de revenir à la donnée originale en déchiffrant l'information. Donc ça, c'est les techniques de base qu'on peut utiliser dans notre outil. Ce qui est extrêmement important aussi dans cette solution, c'est qu'il faut que je puisse masquer mes informations de la même manière, quelle que soit la technologie que je masque. Donc on a des clients, la majorité de nos clients utilisent par exemple des bases Oracle. Donc l'anonymisation que je fais dans une base Oracle, je veux que si je fasse la même anonymisation sur la même donnée dans un fichier, sur un mainframe, dans un cluster Hadoop, sur un Exadata, sur une application dans le SaaS, comme par exemple du Salesforce.com, j'ai exactement le même résultat. Pourquoi je veux ça? Parce que ces applications vont fonctionner ensemble. Donc, elles ont besoin de communiquer, par exemple par des web services en s'échangeant des identifiants. Donc, si j'ai changé un identifiant dans une application, il faut que cet identifiant soit transformé de la même manière dans une autre application pour que ces applications puissent continuer à parler. Donc ça, c'est ce que permet l'outil. C'est une option, c'est ce qui s'appelle Repeatable Output sur ma présentation. Quand je prends une technique et je lui demande d'être repeatable, il va générer toujours le même résultat. Je peux faire varier ce résultat en faisant varier ce qu'on appelle la clé de seed. Et pour chaque valeur de la clé de seed, j'aurai un jeu de données différent. Donc ça, c'est important. De la même manière, je dois pouvoir masquer des informations en cascade. Si je génère un nouveau nom, un nouveau prénom, et que je veux aligner par exemple un email parce qu'en gardant la cohérence, c'est-à-dire en utilisant ce nouveau nom, ce nouveau prénom, je peux le faire. Sur des cas un peu plus sophistiqués, par exemple sur un numéro de sécurité sociale, si je veux faire, si je génère une nouvelle année de naissance, une nouvelle ville de naissance, il faut que le numéro de sécurité sociale soit cohérent avec ces nouvelles données que j'ai générées. Donc ça, on peut le faire à travers notre solution. Dernier élément que je vais vous montrer en tout cas parler à propos de cette solution de masking de données persistants. Je peux effectivement, d'une manière générale, ces process d'anonymisation sont des tâches en batch qu'on va programmer par la production. On va dire, on va rafraîchir les environnements de dev tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc ça, c'est au choix de nos clients. Mais on peut avoir des besoins plus, on va dire, à la demande.
et on offre un portail en libre service où des administrateurs d'applications en développement peuvent choisir de dire, bien moi dans mon application en dev, dans cette application, je veux être rechargé avec tel jeu de données qui est par exemple mon cas de test numéro 156, celui qui répond aux bugs quelque chose, celui de la version, etc., de la version X, Y ou Z. Donc ça permet, sans avoir besoin de recharger depuis la production, de recharger les environnements de développement à la demande pour ces propriétaires d'applications en dev à partir d'un stockage intermédiaire qu'on appelle un data warehouse, donc un entrepôt de données de test, sur lequel il peut également définir des jeux de test, des sous-ensembles de données lui-même. Donc sans avoir à refaire cette demande à l'administration ou en tout cas à retaper dans le système de production. Donc voilà un petit peu les deux solutions. Et puis dernière chose, alors je vais aller un petit peu plus vite sur l'intégralité des fonctionnalités qu'on a dans cette fonctionnalité, dans cet outil de masking persistant. Donc on a vu qu'on pouvait masquer les données, on peut éventuellement diminuer les données, donc c'est et ou. Il y a aussi la possibilité de générer des données totalement synthétiques à partir de règles. Donc de dire générer 1 million de lignes à partir de dictionnaires de noms, de prénoms, avec des identifiants, avec des données correctes, des données en erreur. On peut lui demander de générer un certain nombre de pourcentages de données orphelines, etc., pour des cas de test. Autre fonctionnalité de ce masking persistant, on peut découvrir des données sensibles, c'est-à-dire qu'on a des fonctions, ce qu'on appelle de profiling, qui vont détecter dans les données s'il existe des données dites sensibles au sein de vos données. Et puis effectivement, cette partie, donc la dernière dont j'ai parlé, le test data warehouse, qui permet de préserver des jeux de données, mais aussi de les remettre dans les environnements hors production, de les remettre à jour à la demande à travers le portail. Donc voilà, les deux parties dont on voulait parler. Donc dynamique, comment je masque à la volée depuis une application en production des données, où là le masking consiste plus à masquer au sens cacher les données. Vous avez vu que c'était plus des étoiles. Et puis la partie masking persistant qui est dédiée aux environnements hors production pour générer des jeux de données réduits et ou masqués pour tout ce qui est environnement hors production. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser sur ces solutions. On le fera avec plaisir. Je réaffiche une nouvelle fois mes coordonnées. Donc, je suis Thierry Odo, consultant autour de la data security chez Informatica, theodo@informatica.com. Merci à tous.